Chapitre 19, deuxième partie. L'objet du contrat. Nous voyons l'objet du contrat aux articles 19 et 20 du Code des obligations. Le principe de base est la liberté contractuelle. C'est l'article 19 qui le consacre. Nous sommes libres de contracter comme nous le voulons. Mais comme toute est liberté, il y a des limites. Voyons à l'article 20 quelles sont ces limites. On ne peut pas conclure un contrat s'il est par exemple impossible. Par exemple, d'acheter une machine à remonter le temps. Ça n'existe pas, c'est impossible. Ou alors s'il est illicite. Acheter de la drogue, des médicaments interdits sur Internet, c'est illicite. Ou alors immoral. Par exemple, s'engager à vie pour travailler chez quelqu'un, ça, c'est un engagement excessif, c'est immoral. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe ? Le contrat est nul. Il n'a jamais existé. On ne peut que le constater, mais il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. Il est nul. Nous avons aussi les vices du consentement. Si nous avons bien vérifié que le contrat n'est pas nul, il faut encore vérifier si le consentement est vicié ou non. Voyons les articles 21 à 31 du Code des obligations. Ici, le contrat n'est pas nul, mais il est annulable. Si on ne l'annule pas, eh bien, le contrat va continuer sa vie de contrat, il sera ratifié, donc il sera valable. Voyons le premier vice prévu par le Code, la lésion à l'article 21. Il s'agit d'une disproportion évidente entre les prestations et l'exploitation de la personne, exploitation de la gêne, de la légèreté, de l'inexpérience de la partie lésée. Exemple le plus simple, une personne âgée. On lui propose d'acheter des encyclopédies beaucoup trop chères. On ne lui ment pas, mais on la laisse dans son ignorance du prix réel de ces encyclopédies. Dans ce cas-là, il s'agit d'une lésion. La personne a 1 année pour pouvoir annuler le contrat à partir de la conclusion du contrat. Nous avons aussi l'erreur dite essentielle. Attention, l'erreur doit être essentielle, sinon ce n'est pas annulable. Articles 23 et 24 du Code des obligations. Par exemple, vous êtes sur Internet, vous commandez quelque chose, on vous demande le numéro de référence, mais vous vous trompez de numéro de référence. Dans ce cas, il s'agit d'une erreur essentielle. Vous avez 1 année pour pouvoir annuler le contrat à partir du moment où vous avez réalisé qu'il y avait une erreur. Certaines erreurs ne sont pas essentielles. Par exemple, vous allez dans un magasin acheter un habit et vous changez d'avis. Là, c'est ce qu'on appelle l'erreur sur les motifs. Ce n'est pas une erreur essentielle. Vous ne pouvez pas exiger l'annulation du contrat. Même chose s'il y a une erreur dans les calculs. Ce n'est pas une erreur essentielle. On corrige les calculs et c'est tout. Si je reviens sur l'habit ici, quand vous allez dans le magasin pour dire « En fait, j'ai changé d'avis », eh bien, ils ne sont pas obligés de vous rendre votre argent. Certains le font, d'autres mettent un délai pour pouvoir changer d'avis, d'autres vous donnent des bons d'échange ou des avoirs. Tout cela parce que ce n'est pas une erreur essentielle, ils ne sont pas obligés de vous rendre votre argent. Nous avons aussi le dol. Le dol, c'est un mensonge. Article 28. Une personne vous ment, sur la base de ce mensonge, vous faites le contrat. Dans ce cas-là, vous avez 1 année pour annuler le contrat. Par exemple, un garagiste qui vous vend une voiture en vous disant qu'elle n'a jamais été accidentée alors qu'elle a été accidentée. Ce n'est pas le même prix. Dans ce cas-là, vous avez 1 année pour pouvoir annuler le contrat. Nous avons aussi la crainte fondée, les articles 29 et 30. On vous menace physique, morale, sur sa personne, ou ses amis, sa famille, ou sur ses biens. Ici, c'est la crainte fondée. Vous avez aussi 1 année pour pouvoir annuler le contrat. Quel est le délai ? On le rappelle pour la lésion. C'est 1 an à partir de la conclusion du contrat. Attention. Pour tous les autres, c'est 1 an à partir du moment où on réalise que la volonté a été viciée. Donc de fait, on a un peu plus de temps déjà pour se rendre compte que quelque chose ne va pas. Et ensuite pour pouvoir annuler.
Maintenant que nous avons un contrat, que ce contrat n'est pas nul, que ce contrat n'est pas annulable, il faut l'exécuter. Voyons cela. Première chose, la dette doit être exécutée dans sa totalité. On ne peut pas exiger de dire, voilà, moi j'exécute la moitié de la prestation, pour la suite, on verra demain. Non. Où est-ce que l'on va exécuter sa prestation? C'est l'article 74 qui va nous dire ce qu'il en est. 3 choses. La somme d'argent, une chose et autre obligation. Voyons surtout ces deux-là qui sont les plus importantes. Si vous devez une somme d'argent, vous devez apporter la somme d'argent au créancier. Par virement bancaire ou alors vous vous déplacez. Mais vous ne pouvez pas exiger du créancier que lui se déplace chez vous pour chercher l'argent. C'est une dette portable. Si vous avez commandé quelque chose, des fleurs par exemple pour un anniversaire, eh bien vous devez aller chercher cette chose ou alors payer la livraison. Vous ne pouvez pas exiger qu'on vous envoie ces fleurs sans payer. C'est une dette quérable. On va l'acquérir, on va aller la chercher. Pour toute autre obligation, c'est au domicile du débiteur, au domicile de celui qui doit la prestation. Quand est-ce que nous devons exécuter la prestation? Si rien n'est dit, c'est immédiatement. Évidemment, si le créancier ne dit rien, on peut attendre longtemps. C'est pour cela que le créancier doit interpeller le débiteur pour que le débiteur s'exécute. Si un délai a été fixé, le débiteur doit s'exécuter dans le temps prévu, mais pas forcément avant. S'il avait 30 jours pour payer, on ne peut pas exiger le paiement dans les 10 jours, dans les 15 jours. Non, il a 30 jours pour payer. Nous voyons certaines règles dans le Code des obligations qui interprètent ce que l'on peut se dire comme ça, de manière courante. Ce petit challenge que nous verrons en classe. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on n'exécute pas le contrat? Il y a plusieurs possibilités. L'inexécution pure et simple, l'exécution imparfaite avec un défaut, ou alors ce qu'on appelle la demeure, c'est-à-dire le retard. Si on n'exécute pas la prestation, on a vu c'est déjà ça quand on avait fait la responsabilité civile, il faut encore voir si le débiteur est fautif ou s'il n'est pas fautif. Car s'il est fautif, dans ce cas-là, non seulement chacun reprend ses prestations, mais il doit encore des dommages et intérêts. Il vous a loué un local, et dans ce local, il a laissé par exemple de l'essence avec à côté de l'électricité. Il a eu un comportement fautif, et à cause de ça, le local prend feu. Si vous aviez payé des loyers en avance, il va vous rembourser ce que vous avez déjà payé. Et en plus, il va devoir vous payer peut-être la différence si vous avez trouvé un autre local, mais plus cher. Ce sont les dommages et intérêts. Mais il peut être aussi non fautif. Par exemple, toujours le même local, et voilà qu'il y a un incendie, un orage, que sais-je, le local prend feu, vous ne pouvez plus l'utiliser. Donc prestation impossible, mais dans ce cas-là, le débiteur n'est pas fautif. Si vous aviez payé des loyers en avance, il vous rembourse les loyers, mais en revanche, il n'y aura pas de dommages et intérêts. Suivant les dettes, il y a des possibilités d'exécution forcée. Quelqu'un qui vous doit de l'argent, vous pouvez le mettre aux poursuites. Et cet office va faire en sorte de rechercher le débiteur pour récupérer l'argent. Il y a aussi d'autres prestations pour lesquelles on peut encore demander la force publique. Par exemple, un propriétaire qui doit couper des branches parce qu'elles arrivent sur la route, s'il ne le fait pas, on peut demander la force publique peut demander à une entreprise de couper ces branches aux frais du propriétaire. Voyons maintenant les cas de retard. Nous avons la demeure du débiteur et la demeure du créancier. La demeure du débiteur, c'est-à-dire le retard du débiteur. Si le débiteur n'a pas accompli son obligation en temps utile, mais il peut encore le faire, la prestation existe encore, eh bien dans ce cas-là, il est en demeure.
Voyons l'article 102. Le débiteur est automatiquement en demeure, c'est-à-dire en retard, lorsqu'il ne livre pas, lorsqu'il ne s'exécute pas à la date fixée, ou, s'il n'y a pas de date fixée, au moment de l'interpellation par le créancier. Dans le contrat de vente, nous allons distinguer les ventes civiles et les ventes commerciales. Dans les ventes civiles, on achète pour soi. Dans ce cas-là, il y a ce qu'on appelle un délai de grâce. On doit accorder un délai à la personne, un deuxième délai pour qu'elle puisse s'exécuter. Je parlais de vente, mais on peut retrouver ces délais dans d'autres contrats. Parfois, ce délai de grâce est ridicule. Par exemple, si vous demandez un gâteau, des petits fours pour un anniversaire qui aurait lieu le vendredi soir et qu'on vous annonce que ce ne sera pas livrable avant dimanche soir, eh bien, ce n'est pas la peine de demander d'accorder un délai de grâce. L'anniversaire a lieu le vendredi soir, pas le samedi, ni le dimanche matin. Dans les ventes commerciales, on va donner un coup de main au commerçant et dans ce cas-là, il n'y a pas de délai de grâce. Là, on est dans les articles dans le contrat de vente, articles 190 et 191. On va partir de l'idée que celui qui avait demandé quelque chose à son fournisseur, s'il y a un retard, une demeure, il renonce à la livraison. Et il peut s'adresser à un autre fournisseur qui sera peut-être plus cher. Donc cette différence de prix, il pourra la demander au premier fournisseur. Ça, c'est l'article 191. On appelle ça l'achat de couverture. C'est une exception, je le répète. Normalement, pour les autres contrats ou dans la vente civile, il faut accorder un délai de grâce. Et enfin, la demeure du créancier, article 91 à 96 du Code des obligations. Si le créancier refuse la prestation sans motif légitime, dans ce cas-là, il est en demeure. Par exemple, vous avez peur du dentiste et au dernier moment, vous dites « non, j'y vais pas ». Eh bien oui, mais vous aviez rendez-vous. Dans ce cas-là, vous êtes un créancier, vous deviez recevoir la prestation du dentiste, mais vous n'y êtes pas allé sans motif légitime. La peur du dentiste n'est pas un motif légitime. Vous devrez donc le dédommager en payant le rendez-vous, même si vous n'avez pas bénéficié de sa prestation. Voyons autre chose, quelqu'un qui doit vous livrer quelque chose et vous n'êtes pas là parce que vous avez oublié, parce que vous avez changé d'avis. Bref, vous n'aviez pas de motif légitime. Le livreur peut consigner la chose, la mettre dans un entrepôt, un local, mais à vos frais. Si c'est quelque chose de périssable, un gâteau, des fleurs, il peut vendre la chose. Il peut aussi, bien sûr, casser le contrat. On appelle ça se départir du contrat. Et c'est tout pour aujourd'hui.